retour sur Africa 24 pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes en compagnie de nos invités. Hamidine Khan, docteur en économie et en intelligence économique. Loza Selechi, analyste politique. Et Doudou Sidibé, président du Parti Rassemblement Populaire pour le Développement. Ouvrons à présent notre grand angle. Lancée dans un processus de reconstruction sociopolitique et économique, la République centrafricaine veut relancer son secteur minier. Un recensement des sites miniers d'or et de diamants est en cours dans le pays qui vient d'accorder 116 nouveaux permis miniers, encouragés par la découverte récente d'un diamant de 67 carats d'une valeur de 400 000 dollars. La Centrafrique souhaite apporter une nouvelle dynamique à son secteur minier. Nathalie Mo. Les autorités de la République centrafricaine ont lancé le recensement géographique des sites miniers d'or et de diamants du pays. Une initiative qui va s'étendre au-delà des 7 districts miniers couverts par le processus de Kimberley. Des efforts entrepris par le gouvernement pour assainir le secteur minier local. Le plus important pour booster le secteur des industries extractives, c'est d'augmenter de façon radicale les gages de sécurité dans le pays. En République centrafricaine, l'exploitation de 13 000 carats de diamants a contribué d'1% à l'économie nationale en 2018 contre 11% en 2011. Les projections nationales prévoient une production de 20 000 carats de diamants pour 2019. Compte tenu des potentialités minières indéniables en Centrafrique, les investisseurs miniers vont venir. Les permis miniers sont importants, mais il faut bien que structurellement le pays soit capable de délivrer des certificats d'origine et permettre de montrer que ce diamant ne vient pas des zones de conflit. La République centrafricaine envisage le relèvement de son secteur minier. Les autorités ont publié une liste de 116 nouveaux permis miniers accordés entre janvier et février 2019. Un effort qui profitera dans un premier temps à la croissance des mines artisanales du pays. En 2007, le secteur minier représentait 7% du PIB. En 2018, ce chiffre est tombé à 0,2%. La Centrafrique veut changer la donne et exploiter son sous-sol. Cette nouvelle initiative portera-t-elle ses fruits, Monsieur Khan? Elle peut porter ses fruits, ça dépend justement du gouvernement et puis de la volonté politique qui s'y dégage. Pour toute chose, je crois qu'il faudra qu'il y ait le courage et puis une volonté politique. La République centrafricaine, c'est un pays qui est vaste parce que ça fait plus de 623 000 km² pour 5 millions d'habitants. Et puis c'est un pays dans le domaine hydrique qui est très important, et dans le domaine agricole aussi, parce que les ressources hydriques sont importantes, donc l'agriculture peut être florissante. Il n'en demeure pas moins que le secteur minier est très important, parce qu'à part justement l'or, le diamant, il y a aussi l'uranium, il y a aussi par exemple le pétrole qui a été découvert. Oui. Mais ce qui est important à dire ici, c'est qu'il faudra qu'il y ait un code minier important, un code minier. Ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait des gages avec les sociétés étrangères ou bien les multinationales, un code minier bien clair, bien spécifique, et puis avec un code juridique bien ciblé. Parce que généralement en Afrique, quand le code minier est établi, le juridique manque. Le juridique manque, cause pour laquelle, avec ces failles, les multinationales s'engouffrent. Oui. Donc, il faudra aussi que quand on exploite quelque chose chez soi, que vous ayez le minimum. Ça veut dire qu'il ne faudra pas que vous veniez exploiter de l'or, du diamant, du pétrole en République centrafricaine et puis qu'on vous dise que vous n'aurez que 5 à 10%. Ça, ce n'est pas possible et ce n'est pas acceptable. Moi, je lutte contre ça. Hein. Ça veut dire que tous les pays africains qui ont des ressources minières chez eux doivent au minimum avoir 50%, voire plus. Oui.
Ça veut dire que vous exploitez chez moi, vous êtes en train d'utiliser mes infrastructures, vous êtes en train d'utiliser par exemple l'eau de chez moi, donc vous n'amenez que le capital, mais tout le reste est chez moi. Donc il faudra une bonne négociation, mais les Africains ne négocient pas parce que généralement il y a des dessous de table. Et ça, il faudra le combattre et puis combattre la corruption. L'Afrique, la République centrafricaine jusqu'au moment de l'arrivée de Bozizé, c'était un pays qui demandait, par exemple, pour le paiement de ses fonctionnaires, l'aide étrangère. Il y avait le Gabon qui aidait, il y avait le Congo qui aidait, il y a la France qui aidait, il y a l'Union européenne qui aidait. Pour 5 millions d'habitants. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc ça, il faudra réviser ça et puis aller de l'avant, parce que c'est pas normal qu'ils croupissent dans la misère. Alors, M. Sidibé, dans le reportage, on parle de processus de Kimberley lancé en janvier 2003, un processus mondial de certification du diamant qui vise à éviter que l'exploitation des mines ne finance les conflits. En 2015, une partie seulement du territoire centrafricain a réintégré ce processus. Pourtant, il y a 116 nouveaux permis miniers qui ont été accordés et parmi ces permis qui ont été accordés, il y en a dans des zones qui ne font pas partie du processus. Qu'est-ce qui explique cela et comment est-ce que le gouvernement compte justement profiter des revenus de ces mines-là qui ne sont pas en gros dans les zones autorisées? Oui, parce qu'il y a encore 60% du territoire occupé par les mouvements rebelles. Donc il y a l'insécurité dans ces zones-là et le gouvernement gagnerait à travailler à sécuriser une bonne partie du territoire pour pouvoir optimiser l'exploitation de ces ressources naturelles. Parce que sans la sécurité, aucun investisseur ne pourrait s'aventurer dans ces zones-là. C'est pour cela qu'il y a eu une zone verte où il y a 7 préfectures qui sont autorisées, où on peut exploiter des ressources naturelles et les exporter. Et dans d'autres zones, ce n'est pas possible. Et le gouvernement, en ce moment, travaille pour effectivement essayer d'élargir ces zones. Parce que sur les 116 permis, il y a justement des zones d'insécurité qui sont listées sur ces 116 permis. Parce qu'il est interdit d'exporter. Oui, on peut exploiter, mais on ne peut pas exporter. Parce qu'on ne veut pas que ce diamant-là ou cette ressource naturelle soit issue d'une zone de conflit, parce que c'est interdit. On évite que, comme ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, ce qu'on appelle en anglais « political economy of war », ça favorise, ça devient un combustible pour les conflits. C'est-à-dire ça finance les milices. Donc les milices vont acheter des armes, vont chercher à conquérir d'autres territoires, vont embaucher ou employer des enfants pour travailler et essayer encore de gagner beaucoup plus d'argent pour acheter encore d'autres armes. Et c'est un cycle infernal. Madame Selachi, alors il a parlé de ces zones de conflit où le gouvernement justement doit régler la situation sécuritaire. On parle de milices qui profitent de ces minerais au marché noir. Est-ce que vous pensez que, étant donné que c'est une manne financière qu'ils pourraient perdre, ils sont prêts quand même à négocier avec le gouvernement, sachant que le gouvernement a commencé à débuter des négociations au mois de février avec ces milices-là. Est-ce que vous pensez que c'est des négociations qui pourraient aboutir, étant donné les enjeux économiques derrière ? Je pense que cette annonce de 116 permis est un peu précipitée étant donné l'accord de Khartoum qui date juste de février. Oui. Alors pour moi, il y a 3 acteurs, pas que, mais principaux en tout cas dans cette question. Il y a la question fiscale d'un État qui essaie de répondre à des caisses vides qui autrefois, avec les recettes de l'impôt sur les mines, faisait à peu près 7% à peu près, pardon, en 2007. Oui. Et ensuite, je pense que c'est allé vers 0,2 en 2018. Donc les recettes fiscales chutent à cause des mines. On a besoin de relancer cette activité. Jusque-là, tout semble cohérent. Le problème, d'une part, il est légal, comme vous l'avez dit, pour ce qui est du code minier, parce que pour l'article 43, par exemple, il est dit qu'à partir du moment où vous avez un permis artisanal semi-mécanisé, vous avez le droit d'exploiter toutes les ressources qui se retrouvent sur cette concession. Et cela est applicable à 109 permis qui, eux, sont artisanaux semi-mécanisés. Et sur ces 109 permis, 99 concernent des concessions qui ont à la fois de l'or et du diamant.
Oui. Donc la loi, effectivement, manque en ce sens où il n'y a pas de précision sur ce qu'on peut exploiter. Ensuite, pour ce qui est de la question de la zone Kimberley, elle est très limitée par rapport au gisement de diamants qu'il y a en Centrafrique. Elle est essentiellement à l'ouest du pays, tandis qu'il y a un gisement énorme à l'est de l'axe entre Ndélé et Bangui. Et cette zone-là n'est pas comprise dans la zone Kimberley. Oui. Alors, il se trouve que les permis artisanaux semi-mécanisés qui ont été accordés le sont également à des entreprises chinoises, comme Tinsiang, les Russes avec Lobai, qui arrivent à exploiter dans des zones où normalement ils ne devraient pas exploiter. Et s'ils exploitent, devraient stocker ces produits en attendant la fin de l'embargo. Oui. Ce qui n'est pas forcément difficile à contrôler. Avec le Congo juste à côté qui filtre, avec beaucoup d'autres pays à côté qui filtrent, c'est quelque chose de très difficile à contrôler. Et la question des infrastructures aussi doit être importante dans cette question-là du relancement du secteur minier. Il y a beaucoup de zones poreuses au niveau des frontières. L'État veut relancer son secteur. Mais si la contrebande ou justement ce trafic illicite-là est facilité, que faire justement à ce niveau? Mais je crois que l'État doit se doter quand même d'organismes qui puissent contrôler. Ça veut dire qu'il faudra d'abord, avant que tout ça ne soit mis en place, il faudrait justement une réconciliation certaine. Parce que le nord du pays, il y a les milices, comme vous l'avez dit. Donc, il faudra une réconciliation certaine. Les anti-Balaka, il faudra les désarmer. Les milices du Nord aussi, il faudra les désarmer. Et puis donner, ça veut dire des gages que, justement, il y aura une réconciliation certaine. Ça veut dire, dans le gouvernement de Taoudera, il faudra qu'il y ait des nordistes conséquemment qu'ils prennent des positions stratégiques. Parce que dans le dernier gouvernement qui a été formé, je crois que les nordistes, ou bien les musulmans d'une manière générale, n'ont pas eu les postes qu'ils voulaient. Je crois que ça aussi c'est un gage, parce que nous, les Africains veulent quand même que ce pays soit sécurisé, que ce pays rentre dans les normes, parce qu'il y a eu beaucoup de morts pendant ces dernières années, et puis c'est dommage pour un pays qui peut s'en sortir, c'est dommage. Donc une fois la réconciliation faite, je crois qu'il faudra se doter justement d'une armée conséquente, ça veut dire avec toutes les ethnies, parce qu'il ne faudra pas accepter que ce soit une armée ethnique. Généralement, en Afrique, c'est ce que nous faisons. Nous faisons des armées ethniques. Ça veut dire l'ethnie dominante ou bien l'ethnie qui est au pouvoir, c'est elle qui a la gendarmerie, la police, la milice, et puis qui a les renseignements, qui a aussi les militaires. Et ça, il faudra l'éviter coûte que coûte, parce que toute l'Afrique, ce sont des langues, des tribus, des ethnies. Donc, il faudra que tout le monde soit représenté pour que ce soit cohérent. Une fois cette chose faite, je crois que les frontières, c'est vrai quand même que la République centrafricaine, c'est l'un des pays africains où il y a le plus de frontières. Ouais. Le plus de frontières, avec 5 millions d'habitants, c'est difficile. Mais si les gens sont conscientisés, ils pourront le faire vaillamment, parce que bon, si les sociétés commencent à faire du trafic avec la République démocratique du Congo, ou bien avec le Cameroun, ou bien avec le Tchad et autres, bon, ça, si on sensibilise les populations locales, elles peuvent veiller à ça. Parce que ça, c'est du renseignement. C'est du renseignement. Les Africains ne sont pas généralement formés. Ici, en Occident et un peu partout, le renseignement marche bien. Mais les Africains ne sont pas formés à ça. Et puis, si les choses sont faites normalement, je crois qu'ils peuvent y arriver pour contrôler justement les sorties de matières premières. Alors, M. Sidibé, en 2018, seulement 2 bureaux d'achat ont eu à exporter des diamants bruts sur les 17 que compte la Centrafrique. Comment expliquer cela? Peut-être qu'à cause du fait que ce n'est pas encore autorisé d'exporter dans toutes les zones d'exploitation. Donc, mais je pense que ça va changer, parce que tout simplement la République centrafricaine compte sur ces diamants, sur cette exportation pour pouvoir relancer son économie. Parce que certains se plaignent des procédures trop longues du processus de Kimberley. À autoriser justement les exportations. Absolument, même également la réforme de l'administration, parce qu'aujourd'hui on est dans la reconstruction politique avec l'élection, mais derrière cette reconstruction politique, il y a aussi la reconstruction de
de l'administration qui doit être performante, notamment les services de douane, etc., et d'autres services du commerce international pour pouvoir faciliter, rendre fluide cette exportation des diamants. Mais ce serait bien qu'il le fasse parce que là, en 2018, on parle de 13 000 carats qui ont été légalement exportés, alors qu'officieusement, ce serait 315 000 carats qui auraient quitté le pays. Et certains bureaux, justement, à cause des procédures un peu trop longues, ils décident de choisir la voie de l'illégal. Pour moi, c'est normal parce qu'après les conflits, c'est le chaos. Il faut tout reconstruire. Sur le plan politique, comme je l'ai dit tantôt, économique et même une transformation sociale de la société avec la réconciliation entre les différentes ethnies, etc. Donc tout cela est lent. Et pendant les conflits également, pour la plupart, la main-d'œuvre qualifiée s'évapore, s'exile tout simplement, et en plus de moins, ils vont aller ailleurs où il y a plus de sécurité. Donc il faut former de nouveau, il faut recruter, reconstruire l'administration pour qu'elle soit performante et pouvoir soutenir ce commerce. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission.